que vous m'entendez bien. Nous sommes heureux de vous retrouver sur le sujet de la prévention et du traitement des difficultés économiques d'entreprise. Avant de commencer, je vous précise qu'il est possible de poser des questions par écrit via la fenêtre questions ou partager des informations via la fenêtre chat que vous devez voir sur la droite, que vous pouvez d'ailleurs déployer. Nous prévoyons une durée d'1 heure avec un temps d'échange à la fin. Alors, qui sommes-nous ? KPMG est un cabinet de conseil avec 600 professionnels, 17 bureaux en région Hauts-de-France. Nos principaux métiers sont l'audit, l'expertise comptable, le conseil spécialisé, c'est notre département advisory, et le métier d'avocat avec KPMG Avocat. Vos intervenants, j'ai été un peu trop vite. Vos intervenants, donc il y a moi-même, Christophe Noni, je suis expert comptable associé advisory, en charge de la prévention et de la restructuration d'entreprises en difficulté, ce que nous appelons le restructuring. Aurélie Salmon, avocate associée. Aurélie est spécialisée en droit des sociétés, droit commercial et droit des procédures collectives. Et enfin, notre invité, Laurent Miquel, administrateur judiciaire, cabinet BMA. Laurent est associé avec Maître Bondroit. Ils sont présents dans 5 villes de la région, Lille, Arras, Douai, Valenciennes, Saint-Quentin, et ils interviennent quasiment dans tous les tribunaux de la région Hauts-de-France. Laurent, je te passe la parole pour introduire le sujet. Oui, merci Christophe. Donc bonjour à tous, Laurent Miquel. L'idée de ce webinaire, effectivement, c'est de vous expliquer les principales procédures qui existent dans le droit commercial français pour faire face à finalement ce qu'on peut appeler la pire crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une crise sanitaire. Ça a commencé comme une crise sanitaire et désormais ça va se transformer en crise économique très incertaine et à date, personne n'est en mesure d'apprécier le réel effet que ça aura sur notre économie française, européenne, voire mondiale. Donc, une situation incertaine et très évolutive, malgré d'immenses mesures de soutien qu'on vous détaillera et qui ont été mises en place par le gouvernement. Donc, l'idée ici, c'est bien d'expliquer les principales procédures qui existent dans le Code de commerce français pour essayer d'anticiper au mieux les difficultés de vos entreprises ou à défaut les traiter. Et on fera un focus particulier également sur les principales dispositions qui ont été modifiées par le gouvernement via une ordonnance du 27 mars 2020 qui a adapté le droit des entreprises en difficulté. Alors, il y a une notion qui est très importante. Oui, pardon. Il y a une notion qui est très importante, c'est la notion d'état de cessation des paiements. Elle est définie par l'article L631-1 du Code de commerce. Et la définition est tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a deux notions importantes. Il y a la notion d'actif disponible et de passif exigible. La notion de passif exigible, elle est facile à comprendre. On peut dire globalement, ce sont toutes les dettes dont l'échéance est dépassée. On avait des factures qui étaient à régler normalement pour fin avril, elles ne sont pas payées, elles sont donc dans les dettes exigibles. On peut prendre un exemple aussi de compte courant d'associé. Sauf disposition particulière, le compte courant d'associé est une dette exigible. Par contre, si vous obtenez des moratoires écrits avec vos créanciers, là, la dette n'est plus exigible. On parlera par la suite de la CCSF qui permet d'obtenir des moratoires sur les dettes fiscales et sociales. La CCSF peut être un moyen de ne plus être en état de cessation des paiements. L'actif disponible, lui, il est composé de tout ce qui est liquidité, à savoir la trésorerie, la caisse, les valeurs mobilières de placement, les avoirs en banque, tout ce qui peut être encaissé très rapidement, sous quelques jours, et également toutes les réserves de crédit qui ne sont pas utilisées. Donc, vous devez bien comprendre que cette notion de cessation des paiements,
n'a rien à voir avec la notion de solvabilité. On va exclure tout ce qui est stock, tout ce qui est immeuble, participation, créance sur les filiales, immobilisation, tout ça, c'est exclu des actifs disponibles. On ne retient vraiment ce qui est cash ou très transformable très rapidement en cash. Alors, cette notion est importante parce que la loi dit que l'état de cessation des paiements doit être déclaré par le dirigeant au tribunal de commerce au plus tard dans les 45 jours qui suivent son apparition. Et si ce n'est pas fait, la responsabilité du dirigeant peut être mise en cause. La déclaration se fait au greffe du tribunal de commerce du siège social de l'entreprise. Alors, sur le sujet de notion de cessation des paiements, en complément de ce que vient de vous indiquer Christophe Noni, l'idée, c'est que la connaissance de cet état de cessation des paiements va être en fait le facteur qui va permettre de choisir la procédure vers laquelle on va s'orienter, que ce soit une procédure amiable ou une procédure judiciaire, puisqu'on verra qu'elles peuvent être ou non mises en place suivant que la société se trouve ou non en état de cessation des paiements. Deuxième point important également, c'est que cette date de cessation des paiements, elle va fixer ce qu'on appelle la période suspecte, qui peut être fixée jusqu'à 18 mois en arrière du jugement d'ouverture. Et l'idée, c'est que dans cette période suspecte, le tribunal et les organes de la procédure pourront analyser les actes qui ont été passés par la société ou des garanties qui auraient été consenties à certains créanciers. Donc voilà, c'est cette période sur laquelle on va vraiment voir ce qui a été fait par le chef d'entreprise, par l'entreprise, pour vérifier qu'on est conforme notamment au principe d'égalité entre les créanciers. Petite précision supplémentaire également, si on parle de la notion de passif exigible et exigé, c'est parce que effectivement, on ne prend pas pour argent comptant les demandes des créanciers de l'entreprise et que si l'entreprise conteste être redevable de sommes et à contester alors de manière officielle, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins un écrit, lettre recommandée ou encore avoir initié une procédure pour contester être redevable d'une facture, ça ne sera pas pris en compte dans la notion de passif et donc la société pourrait ne pas être en état de cessation des paiements. Dernière précision enfin sur ce sujet, c'est que quand on demande l'ouverture d'une procédure collective, c'est au débiteur qu'il incombe de démontrer qu'il est en état de cessation des paiements pour pouvoir bénéficier de la procédure collective. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, forcément la procédure collective, c'est quelque chose de négatif. Ça peut aussi présenter un certain nombre d'avantages pour l'entreprise pour l'aider à rebondir. Et c'est la raison pour laquelle il faut démontrer qu'on est en état de cessation des paiements pour avoir le droit de bénéficier de ces avantages. Si on veut rentrer dans le détail également des différentes mesures Covid, alors sur un sol qui est un peu instable, puisque nous avions une ordonnance du 27 mars 2020 qui vient nous dire que l'état de cessation des paiements s'apprécie au 12 mars 2020. Donc, soit ma société au 12 mars, elle était en état de cessation des paiements, auquel cas elle doit déclarer son état de cessation des paiements dans les délais requis, etc. Soit elle ne l'était pas, et pour toute la durée de la période d'urgence sanitaire majorée de 3 mois, elle va rester dans cet état de non-état de cessation des paiements, même si elle l'est devenue entre-temps. Alors, ça pose la question du délai, puisque on avait un état d'urgence sanitaire qui était fixé jusqu'au 23 mai 2020 à 23h59. Mais nous avons la loi du 11 mai 2020, pardon, qui est venue proroger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020. Donc, est-ce que ça veut dire que, en conséquence, une société qui n'était pas en état de cessation des paiements le 12 mars 2020 peut bénéficier de toutes les procédures amiables et ne pas être considérée comme une société en état de cessation des paiements, même s'il l'est devenu jusqu'au 10 octobre 2020? Ou est-ce qu'il va y avoir d'autres aménagements? Ça, on l'ignore, puisque encore cette nuit, nous avons eu une nouvelle ordonnance qui est tombée et qui vient proroger un certain nombre de délais, notamment sur les délais d'opposition des créanciers. Donc, on ne sait pas si aujourd'hui, il va y avoir un aménagement. La date qui peut être à retenir pour l'instant, c'est 12 mars 2020, 23 août 2020, et puis on verra s'il y a des raccourcissements entre deux.
Donc voilà, mais ça, on vous expliquera après. Mais vraiment, ce qui est à retenir, c'est cette date du 12 mars 2020. Est-ce que mon entreprise était en état de cessation des paiements ou non? Si elle ne l'est pas, on peut bénéficier des procédures amiables pendant toute une période conséquente. Voilà. Alors, sur la notion. Vas-y. Ouais, peut-être merci Aurélie. Peut-être un point de complément, c'est quand on est dans le cadre d'existence de groupes avec différentes sociétés, il est important de comprendre que la notion d'état de cessation des paiements s'apprécie société par société. C'est l'autonomie de la personne morale qui prévaut en France. Maintenant, il y a effectivement le plus souvent, et c'est pour répondre à une question que je viens de voir, des créances sur des filiales. Ce qui va expliquer que finalement, nous avons de l'intragroupe, et on revient à ce qu'a très clairement expliqué Christophe et Aurélie, on va être sur la notion de créance exigible et exigée. Donc, généralement, l'intragroupe, il est assez simple de démontrer que ce n'est pas exigé. La dernière définition, c'est le risque, la question qu'on nous pose souvent, le risque d'extension sur des sociétés. En droit français, l'extension de la procédure, elle n'est possible qu'en deux cas, la fictivité de la personne morale ou la confusion de patrimoine. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais ce sont des notions qui sont assez compliquées à démontrer devant un tribunal de commerce. Je repasse peut-être la parole à Aurélie. Oui, merci Laurent. Donc effectivement, en tout cas, cette notion d'état de cessation des paiements, elle est déterminante. Alors, à apprécier avec ce qui a été exposé par Christophe, est-ce que effectivement je suis capable ou pas, avec mon actif disponible, de faire face à mon passif exigible, la notion de contestation, et exiger, la notion de demande ou d'obtention de moratoire. Et surtout, ça va être l'incidence de cet état ou non de cessation des paiements sur les procédures dont on peut bénéficier. Donc sur le slide suivant, c'est Christophe, notre défileur de slides. Je sais pas. Sur le slide suivant, voilà. Merci. Donc, comme vous le voyez, en fait, on a deux grands blocs de types de procédures. On a les procédures amiables qui sont le mandat ad hoc et la conciliation. On a les procédures collectives qui sont la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire. Et en fait, en fonction de votre état de cessation des paiements ou non, vous pourrez bénéficier des procédures amiables, en synthèse, c'est si on n'est pas en état de cessation des paiements, ou des procédures collectives, c'est généralement si on l'est. Alors, on va vous montrer un petit peu une flèche temporelle. On a essayé de schématiser ça pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc là, vous avez en fait le panorama avec cette flèche du temps qui dépend de l'état de cessation des paiements ou pas de la société. Et ça vous permet de voir sur les procédures amiables, qui sont donc des procédures contractuelles, confidentielles. C'est vraiment la discussion de gré à gré. On se rapproche d'un administrateur, d'un mandataire. On peut échanger avec lui. Enfin, on va détailler tout ça. Ce mandat ad hoc n'est possible que si vous n'êtes pas en état de cessation des paiements. La conciliation n'est possible que si vous n'êtes pas en état de cessation des paiements ou si vous l'êtes depuis moins de 45 jours. Pour la suite, ce sont les procédures judiciaires. Donc, je passe la parole à Laurent. Oui, merci Aurélie. Donc, effectivement, la pierre angulaire de l'ensemble de ces procédures collectives, c'est finalement cet état de cessation des paiements. Comme l'a dit Aurélie, si vous n'êtes pas en état de cessation des paiements, vous pourrez bénéficier des procédures, de la procédure confidentielle qu'est le mandat ad hoc. Si vous êtes en état de cessation des paiements, on va passer sur des procédures dites collectives qui sont le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Et on a une procédure un petit peu hybride, sans état de cessation des paiements qui est la sauvegarde, mais qui est pourtant une procédure collective publique. Donc, on va les détailler. Ce que vous devez comprendre à ce niveau de slide, c'est que les procédures confidentielles sont des purs objets de négociation créés par la pratique et sacralisés ensuite par la loi. L'objet, c'est la négociation complètement confidentielle. On met l'ensemble des créanciers autour de la table sous l'égide d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur qui est généralement un administrateur judiciaire. On négocie, le but, c'est d'obtenir un accord qui sera opposable aux créanciers et aux cautions personnes physiques. De l'autre côté, vous avez la procédure judiciaire publique qui va toucher l'ensemble des créanciers. Et comme il y a publicité, on sera à même
de geler les créances dites antérieures à l'ouverture de la procédure collective. Donc, on va le détailler dans les slides suivants. Ce que vous devez bien comprendre ici, c'est que soit vous avez une certaine visibilité en termes de trésorerie, on peut aller vers une procédure confidentielle, ou alors les difficultés sont ce qu'on appelle avérées. Il faut donc les traiter plus allant, et donc on va aller vers une procédure collective. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Merci Christophe. Là, on vous a fait la synthèse donc, par rapport à ce qu'on vous a présenté juste avant. On a évidemment notre effet Covid, état d'urgence et effet de l'ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 sur notre fameuse date du 12 mars 2020 qui vous permet de constater qu'en fait, mais c'est ce qu'on évoquait précédemment, si la société n'était pas en état de cessation des paiements le 12 mars 2020, elle va être considérée comme étant dans cet état de non-cessation des paiements pendant toute notre période d'état d'urgence majorée de 3 mois, ce qui vous permet d'avoir, c'est ce qu'on voit dans la colonne de droite, la possibilité de bénéficier à la fois des procédures amiables et aussi de la sauvegarde, mais aussi du redressement et de la liquidation judiciaire. L'idée étant aussi, on en est convaincus tous les trois, de ne pas attendre. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que il y a cette mesure qui permet de dire que je n'étais pas en état de cessation des paiements le 12 mars, du coup, bah, j'attends et même si je deviens en état de cessation des paiements, je persiste à attendre. Au contraire, nous, on pense qu'il est très important d'anticiper pour que les différentes procédures qu'on va vous présenter puissent le mieux possible porter leurs fruits et être efficace. Et ça veut dire aussi que si votre entreprise se trouve en état de cessation des paiements depuis le 12 mars 2020 et que peut-être que la conciliation ne serait pas suffisante, il ne faut pas hésiter à basculer soit sur une procédure de sauvegarde, soit sur une demande d'ouverture, de redressement, voire de liquidation judiciaire dans les cas les plus extrêmes. Oui, voilà, exactement. Pour compléter les propos d'Aurélie, finalement, ce que les gouvernements est venu vous dire, c'est que peu importe que vous soyez en état de cessation des paiements, par exemple aujourd'hui le 14 mai, si vous ne l'étiez pas au 12 mars, vous pouvez bénéficier de l'ensemble des procédures du livre 6 du Code de commerce. Donc ça, c'est magnifique théoriquement, mais je pense que tout le monde est bien placé pour savoir que le nerf de la guerre dans ces procédures, c'est la trésorerie. Donc peu importe le fait que le 12 mars, vous n'y étiez pas, il va se poser des problèmes, on va les regarder après. Si la trésorerie ne permet pas de faire face, par exemple, au paiement des charges courantes ou au salaire au 31 mai, eh ben, il faudra de toute façon nécessairement aller vers une procédure collective. Donc ça, c'est très important. Vous pouvez bénéficier de l'ensemble des procédures pendant toute la période d'urgence sanitaire sous la réserve que vous ne soyez pas en état de cessation des paiements au 12 mars. Mais il ne faut pas perdre de vue la visibilité en termes de trésorerie. Christophe, peux-tu passer au... Alors, en complément, simplement, je vois une question qui est celle de savoir si une association qui donc n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés et n'a pas de CABIS peut bénéficier des procédures de mandat ad hoc et conciliation. Alors, en réalité, effectivement, ce sont des procédures qui sont méconnues, mais qui sont parfaitement applicables aux associations. Simplement, on va changer de tribunal, c'est-à-dire qu'au lieu d'être au tribunal de commerce pour un commerçant, là, on va aller devant anciennement le tribunal de grande instance, devenu depuis le 1er janvier dernier le tribunal judiciaire. Mais on est vraiment sur des fonctionnements strictement parallèles et sur des dispositions strictement identiques. C'est-à-dire que ce qu'on va vous présenter quand on vous dira tribunal de commerce, si la question se pose pour une association, il faut simplement modifier par tribunal judiciaire, mais ce sont les mêmes délais, ce sont les mêmes modes de procédure avec les mêmes obligations, les mêmes modes de requête, voilà, donc ce sera parfaitement duplicable. Voilà, et puis évidemment, si vous avez d'autres questions par la suite ou d'autres demandes, n'hésitez pas à nous solliciter, soit via le chat ou voilà, si la réponse n'était pas suffisamment complète par rapport à vos... Je confirme et reconfirme ce que vient de dire Aurélie, puisque j'ai actuellement des associations en mandat. Donc oui, on peut. Voilà. Alors, sur les 2 slides suivantes, vous allez voir, on vous a fait en fait un tableau de synthèse et de comparaison de ces 5 procédures en pratique.
l'idée, c'est peut-être qu'on les présente l'une après l'autre, amiable d'un côté, judiciaire de l'autre. N'hésitez pas encore une fois à nous interroger. Donc sur la nature de la procédure, la nature amiable, l'idée, c'est vraiment que on n'a pas de coercition, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des procédures de négociation, de discussion. Le mandat ad hoc, souvent on dit que c'est le couteau suisse. On y met ce qu'on veut, on en fait ce qu'on veut. On sollicite en fait un mandataire, l'entreprise ou l'association se rapproche d'un mandataire de son choix, lui expose ses difficultés, explique quelle est la solution qu'elle aimerait trouver. Alors ce sont à la fois des difficultés qui peuvent être économiques, mais on le voit également souvent sur des difficultés avec un co-contractant particulier, sur éventuellement une difficulté d'octroi d'un concours bancaire. On peut le voir également sur des contentieux entre actionnaires qui sont de nature à obérer en fait le devenir et la pérennité de l'entreprise. On est vraiment sur un domaine d'intervention large, librement consenti entre les parties. La contrepartie de ça, c'est qu'on est sur de l'amiable et donc il n'y a aucun mode de coercition du co-contractant ou du créancier dans la discussion. C'est-à-dire que si on parvient à un accord, on y parvient de manière négociée, mais on n'a pas d'appui, on n'a pas d'outils juridiques spécifiques au mandat ad hoc ou à la conciliation. Alors, en conciliation, on peut avoir d'autres avantages, mais voilà, on n'a pas d'éléments qui permettent de contraindre une autre partie à négocier. Sur l'état de cessation des paiements, on l'a évoqué précédemment, c'est-à-dire que normalement, mandat ad hoc, on ne doit pas être en état de cessation des paiements. Conciliation, on peut éventuellement l'être, mais dans ce cas-là, depuis moins de 45 jours. On a notre fameux couperet du 12 mars. Si vous n'étiez pas en état de cessation des paiements au 12 mars 2020, vous pouvez encore en bénéficier. Sur l'initiative de la procédure, c'est ce qu'on a évoqué également précédemment, c'est le dirigeant qui va aller présenter une requête au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal judiciaire en expliquant quelles sont ses difficultés c'est le président du tribunal qui va fixer en fait la mission du mandataire ou du conciliateur et les objectifs à atteindre. L'idée étant évidemment que ces objectifs permettent de préserver l'entreprise et de lui permettre de régler la difficulté qui est de nature à empêcher sa pérennité. Sur leur caractère confidentiel, qui est évidemment l'avantage majeur de ce type de procédure, elles sont parfaitement confidentielles. Sur la conciliation, en réalité, on peut avoir une perte de confidentialité en toute fin de procédure si l'on aboutit à un accord et que l'on demande que cet accord soit homologué par le tribunal. On verra l'avantage de cette homologation. Et dans ces cas-là, et seulement à la fin, on a une petite mention au BODAC d'homologation d'un accord de conciliation. Ça ne doit pas, à notre sens, empêcher l'accès à cette conciliation parce que précisément, si on arrive au stade d'un accord de conciliation, c'est que on a trouvé un accord avec nos créanciers, avec nos partenaires, que celui-ci est équilibré et que l'avenir ou le devenir de la société sont assurés et dans des circonstances positives. Donc, c'est pas parce qu'il y a une mention d'un accord de conciliation homologué sur le cabis d'une entreprise que ça doit lui être préjudiciable. Voilà principalement sur les mesures amiables. Laurent, je te laisse le comparatif sur les collectives. Merci Aurélie. Donc effectivement, ce qu'il faudrait également dire sur les procédures amiables, c'est qu'elles ont le vent en poupe et que les statistiques nationales montrent qu'environ 70% des procédures amiables permettent de trouver un accord avec les créanciers et donc de pérenniser l'activité. Il arrive cependant que de temps en temps, malheureusement, ça ne marche pas et qu'on doit basculer en procédure collective, ou alors que les sociétés qui arrivent dans les tribunaux de commerce sont déjà trop dégradé en termes d'activité ou en termes de trésorerie et donc il faut également aller vers une procédure collective. Il y en a 3 en France, sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire. Je vais passer rapidement sur la liquidation judiciaire, tout simplement parce que comme son nom l'indique, c'est une procédure liquidative. Il n'y a pas de pérennisation du tout de l'activité, il y a un arrêt intégral de l'activité. C'est ce qu'on appelle baisser le rideau. Un liquidateur judiciaire est désigné et il a 2 missions, licencier l'ensemble du personnel, vendre l'ensemble des actifs avec le produit de cession des actifs, désintéresser le passif. Bon, les deux principales procédures qui vont nous intéresser, ce sont la sauvegarde et le redressement judiciaire. Et je vais travailler par analogie.
Ces deux procédures déjà sont collectives. Comme je l'ai dit tout à l'heure, collective, ça veut dire que c'est public. Vous aurez une publicité sur le BODAC, vous aurez une publicité sur un journal d'annonce légale et vous aurez également une publicité sur votre CABIS. Disposition importante qui est en cours de négociation à l'Assemblée nationale et au Sénat, il a été demandé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires que ces publicités pendant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 décembre 2020 soient limitées à un maximum de 3 mois, alors qu'actuellement, vous ne pourrez radier ces inscriptions que dans un délai minimum de 2 ans. Donc c'est une demande qui est en cours. Pour l'instant, elle n'est pas aboutie, on le saura fin mai. Bon, il n'empêche que ces procédures sont publiques. Inscription au CABIS. Alors la sauvegarde, elle est à l'initiative exclusive du dirigeant. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas être en état de cessation des paiements pour ouvrir la procédure de sauvegarde. Elle a normalement qu'une seule issue de procédure, c'est d'aller vers un plan de sauvegarde. Comment ça se passe en pratique? Vous allez près de votre tribunal, vous demandez l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, vous avez un administrateur et un mandataire qui sont désignés, et s'ouvre une période d'observation. Période d'observation qui peut durer jusqu'à 18 mois maximum et qui est renouvelable de 6 mois en 6 mois. Et pendant cette durée de 18 mois, avec l'assistance de votre administrateur judiciaire, s'il a été désigné, vous allez essayer de démontrer à votre tribunal, avec des renvois successifs devant la chambre du tribunal, c'est-à-dire qu'il y aura des audiences tous les 2 ou 3 mois, que tout simplement, la société qui est en procédure de sauvegarde est à même de payer son passif. Et le passif, c'est quoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les dettes qui sont nées antérieurement à la procédure collective, à la date d'ouverture de la procédure collective, donc de sauvegarde, qui sont gelées. La société qui est en sauvegarde a interdiction de payer ses dettes antérieures. Elles sont gelées, elles sont déclarées chez un professionnel qu'on appelle le mandataire judiciaire, et le mandataire judiciaire aura pour objectif de représenter les créanciers et d'établir le passif, c'est-à-dire les sommes qui sont dues par la société en difficulté. D'un côté, vous allez avoir l'administrateur judiciaire qui va travailler avec la société, qui va l'assister, comme le dit la loi, pour présenter et préparer son plan de sauvegarde. Et de l'autre côté, vous avez le mandataire judiciaire qui lui établit les sommes qui sont dues par la société. Si, pendant la période d'observation, qui, je rappelle, peut prendre jusqu'à 18 mois maximum, la société a démontré au tribunal qu'elle était rentable et qu'elle dégageait une rentabilité suffisante pour faire face à son plan, pour faire face à son passif, eh bien, elle va présenter le plan de sauvegarde devant le tribunal, et le plan de sauvegarde, c'est tout simplement des délais. Des délais jusqu'à 10 ans, comme le consacre la loi, pour payer l'ensemble de ses dettes. Donc, si on résume, on a 18 mois de période d'observation maximum, généralement c'est 12, et ensuite, on a une période de 10 ans qui s'appelle le plan de sauvegarde, et donc la société devra payer ses dettes annuellement. Pendant la période d'observation, la société est assistée par l'administrateur judiciaire, et il y a également un mandataire judiciaire, mais ensuite, pendant le plan de sauvegarde, l'arrêté d'un plan de sauvegarde, c'est-à-dire 12 mois après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, met évidemment fin à la mission de l'administrateur et le mandataire. Ils ne sont là que pendant la période d'observation pour assister la société vers son plan de sauvegarde. Donc ça, ce sont les grands principes de la sauvegarde. Et vous avez une procédure qui est bien plus utilisée en pratique, qui s'appelle le redressement judiciaire. Alors pourquoi elle est bien plus utilisée? Parce qu'il y a quelque chose d'assez important, c'est que déjà, elle peut être ouverte quand il y a un état de cessation des paiements. Il y a un état de cessation des paiements et ça va permettre à un organisme qu'on appelle l'AGS, l'assurance garantie salaire, d'intervenir pour prendre en charge les salaires impayés qui sont impayés à l'ouverture de la procédure collective. Cette garantie AGS n'est applicable qu'en redressement judiciaire et elle n'est pas applicable en sauvegarde. Ce qui veut dire que finalement, ça peut faire un ballon d'oxygène en trésorerie à toutes ces sociétés en redressement judiciaire parce que les salaires impayés, par exemple, là, les salaires impayés si vous ouvrez un redressement judiciaire au 31 mai, l'ensemble des salaires du mois de mai sont pris en charge par AGS. Vous comprenez le ballon d'oxygène pour la société. Alors, Laurent, oui. Alors, petite question, avant même la question des AGS, c'était aussi sur la pérennisation des activités de la société et notamment sur la question de la poursuite, alors notamment la question de la poursuite des contrats en cours. Par exemple, si on a des contrats d'assurance qui sont obligatoires et nécessaires à l'activité, quel que soit le secteur d'activité, garantie financière, assurance décennale, enfin peu importe.
est-ce qu'en procédure collective, on a une obligation de poursuite de ces contrats, même si la compagnie prévoit dans ses conditions générales, comme on le voit effectivement assez régulièrement, que le contrat sera résilié automatiquement en cas d'ouverture d'une procédure de redressement, de liquidation judiciaire? Est-ce que du coup, il y a quand même un intérêt à avoir une procédure de sauvegarde ou de redressement si le fait de cette procédure entraîne la résiliation du contrat et donc empêche l'activité? Bon, alors il y a une réponse très claire là-dessus, c'est que toutes ces clauses insérées dans les contrats sont complètement non opposables à une procédure collective. Ce qui veut dire qu'il y a un article dans le Code de commerce, qui est le L622-13, qui vient tout simplement dire qu'aucun contrat ne peut être résilié du fait de l'ouverture d'une procédure collective. Donc, pour répondre à la question que je vois là, effectivement, s'il y a des contrats d'assurance obligatoires nécessaires à l'activité qui sont en cours à l'ouverture de la procédure collective, premièrement, ils ne sont pas résiliés du fait de l'ouverture, c'est-à-dire qu'ils se maintiennent et ils continuent. Et deuxièmement, l'administrateur judiciaire, c'est un de ses pouvoirs propres, a la possibilité de demander la poursuite de ce contrat. Donc, toutes les règles sont en place pour maintenir l'activité. Je reprends sur ce que j'expliquais. Sauvegarde et redressement judiciaire, l'idée, c'est d'aller vers un plan de sauvegarde ou de redressement, de maintenir l'activité. Donc, la loi a donné certains pouvoirs propres à l'administrateur judiciaire pour justement maintenir cette activité. Pour revenir à ce que je disais, et donc vous expliquer une différence entre sauvegarde et redressement judiciaire. L'idée d'un redressement judiciaire, c'est la primauté par la loi, c'est d'aller vers un plan de redressement. Pareil, payer ses dettes sur un horizon de 10 ans. Une différence avec la sauvegarde, c'est pendant le plan de sauvegarde, les dirigeants, personnes physiques, les cautions vont être protégés pendant le plan de sauvegarde. Ça ne sera pas le cas pendant le plan de redressement. Et là, on revient à l'idée volontariste de la procédure de sauvegarde. Le dirigeant est mieux procédé en sauvegarde qu'en redressement judiciaire. Et je reviens sur ce que disait Aurélie tout à l'heure. Peu importe que vous soyez en état de cessation des paiements à date, si vous n'y étiez pas au 12 mars pendant la période d'urgence, avant la période d'urgence sanitaire, eh bien, vous pouvez quand même bénéficier d'une procédure de sauvegarde. La dernière différence, pour passer au slide suivant et finir mon propos entre le redressement judiciaire et la sauvegarde, c'est qu'en redressement judiciaire, et ça c'était sur le slide d'avant, l'administrateur judiciaire, s'il se rend compte avec le dirigeant que l'arrêté d'un plan de redressement n'est pas possible tout simplement parce que les résultats ne sont pas là ou que le passif est trop important, il y a possibilité d'aller vers un plan de cession, c'est-à-dire une mise en vente publique de la société, de ses actifs, de l'activité, et donc recherche de repreneurs qui seront arrêtés ultérieurement par le tribunal parce que c'est bien in fine toujours le tribunal qui décide. Alors si je peux me permettre juste une petite intervention sur l'AGS. L'AGS est un fonds de garantie qui est financé par les cotisations patronales. Je pense que ça représente environ 750 millions de cotisations par an. Et ces cotisations permettent de financer, en fin de compte, toutes les créances salariales qui ne seraient pas honorées. Ça couvre aussi bien les salaires que les indemnités de rupture. Et donc, vous comprenez que, suivant la gravité de la difficulté, il peut être intéressant de s'orienter plutôt vers une procédure collective si on a notamment des grosses restructurations à faire avec des fermetures d'établissements et donc des licenciements. Ce sera beaucoup plus facile à faire financer par les AGS que de devoir le faire dans le cas d'une procédure amiable où là, l'entreprise va s'appauvrir au niveau de sa trésorerie puisqu'elle devra tout financer immédiatement. Ok, merci Christophe. Alors simplement en complément et pour terminer, alors là sur le mandat ad hoc et la conciliation, vous avez eu que la différence effectivement entre ces procédures amiables et les procédures judiciaires pures, c'est que on n'a pas les mêmes effets, notamment quand vous êtes sur une procédure amiable, le passif n'est pas gelé. Donc, il faut que la société elle soit en mesure de régler, de ne pas être en état de cessation des paiements. Sur les pouvoirs aussi du mandataire, on est bien sur des procédures de négociation. Donc, on n'a pas un pouvoir du mandataire d'exiger et d'obtenir, par exemple, la main levée de nantissement ou la main levée d'hypothèque pour permettre la réalisation d'un bien. Ça ne se fait que si les créanciers en sont d'accord. Et c'est là, en revanche, qu'on va avoir un élément extrêmement intéressant sur la conciliation, qui est ce qu'on appelle le privilège de new money.
quand vous arrivez à un accord avec vos créanciers dans le cadre d'une conciliation, pour ceux qui consentent de nouveaux concours à l'entreprise, qu'il s'agisse des dirigeants ou de partenaires bancaires ou à la limite d'un co-contractant, ils vont pouvoir bénéficier, si l'accord est homologué, d'un privilège qui fait que si par la suite la société se retrouvait en état de cessation des paiements, et bien dans le cadre de cette procédure, la créance de ce partenaire au titre de ses apports d'argent frais, se trouve privilégié et ce qui lui octroie des garanties évidemment bien plus importantes. Et c'est souvent par ce biais-là que dans la conciliation, on arrive à obtenir des accords de partenaires bancaires parce que ça leur permet d'avoir un privilège qu'ils n'avaient pas, notamment s'ils avaient fait des prêts sans garantie. On a aussi la possibilité, quand on est dans le cadre d'une procédure de conciliation pour le président du tribunal de commerce, d'office, d'octroyer en fait à l'entreprise des délais de paiement. Alors c'était l'ancien article 1244-1 du Code civil qui vient dire que on a jusqu'à 2 ans, le président du tribunal peut accorder un délai à l'entreprise pour payer une dette sur 2 années sans intérêt. Et donc, même chose dans la discussion qu'on peut avoir avec les partenaires, c'est-à-dire, ben voilà, nous, on essaie de trouver une solution, on demande des refinancements, et sinon, on a effectivement cette épée de Damoclès de demander jusqu'à 2 ans de délai de paiement, et ça peut aider à aboutir à des accords. Donc, il n'y a pas de pouvoir coercitif en mandat ad hoc ou en conciliation pour avoir de l'argent frais. En revanche, il y a un pouvoir incitatif qui peut être assez fort. Je vois qu'on a une question sur l'AGS. Alors, l'intervention de l'AGS en sauvegarde est limitée. Quels sont ces cas d'intervention limitée? Tout simplement, en AGS, en sauvegarde, l'AGS n'interviendra pas pour prendre en charge les salaires impayés à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'état de cessation des paiements. Alors sans rentrer dans trop de techniques, mais s'il y a des licenciements pour motif économique à réaliser pendant la période d'observation, l'AGS pourra intervenir en redressement judiciaire et tout devra être payé dans le cadre du plan de redressement sur un délai de 10 ans. Alors qu'en sauvegarde, l'ensemble des indemnités de rupture, je parle bien de l'indemnité de licenciement qui sera prise en charge par l'AGS dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, devra être payée comptant. C'est-à-dire que vous pourrez négocier un délai de paiement avec l'AGS, mais généralement, il faudra le payer sur les 6 à 10 mois qui suivent et non pas sur 10 ans. Donc, effectivement, au niveau de l'AGS, c'est la procédure de redressement judiciaire qui est bien plus intéressante, mais tout simplement parce qu'il y a un état de cessation des paiements à la base. Merci Laurent, merci Aurélie. Alors, en synthèse, comment choisir la bonne procédure? On vous présente un petit tableau avec 3 différents cas. La première situation, c'est une société qui a besoin de réaménager quelques engagements financiers alors que son financement courant est assuré. Donc là, on va être plus dans une approche de négociation avec quelques créanciers pour avoir des aménagements financiers. Et la procédure la plus adaptée dans ce cas présent, c'est l'ouverture d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation. Le deuxième cas, on a une société qui est dans l'impossibilité de payer les salaires, mais elle pourrait financer une poursuite d'activité avec un gel de ses dettes, c'est-à-dire de tous ses créanciers. Donc là, vous comprenez que la procédure de redressement judiciaire, elle est beaucoup plus adaptée parce que déjà, pour tout ce qui est paiement des salaires, on va pouvoir faire intervenir les AGS. Et puis, l'autre effet, c'est que tout le passif est complètement gelé tout le passif qui existait à la date d'ouverture de la procédure va être complètement gelé et remboursé sur une période très longue, alors que dans le cas présent, on est sur des aménagements de l'ordre de 24 à 36 mois. Le dernier cas de figure, c'est l'entreprise qui a vraiment de très gros déficits, qui sera dans l'incapacité même de rembourser son passif, qui est dans l'incapacité de régler ses salaires et qui a vraiment une activité en très forte décroissance, perte de gros marchés, perte de clients. Là, vraisemblablement, le redressement judiciaire ne sera pas possible et il faut demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Je pense que ces 3 situations vous permettent vraiment d'avoir cette vision claire du choix des procédures suivant le niveau de difficulté que la société rencontre.
Alors, sans vouloir faire de la redite par rapport à tout ce qu'on vient d'exposer, l'utilité des procédures dans la période d'urgence sanitaire. En quelques mots, les procédures amiables, comme l'a parfaitement expliqué Aurélie, ça va être des outils de négociation. Mais ce que l'on dit généralement, c'est que les procédures amiables, on les utilise quand on a des difficultés de bilan. Quand je veux dire des difficultés de bilan, c'est-à-dire qu'on a des leviers de négociation, comme il est justement indiqué dans ce slide, des leviers de négociation avec nos principaux créanciers. 3 grands types de créanciers généralement autour de la table. L'État, c'est-à-dire qu'on va les négocier des moratoires avec la CCSF, la Commission des chefs des services financiers, pour des reports de charges fiscales, sociales. Il va y avoir évidemment les créanciers bancaires et financiers avec les services des affaires spéciales des banques où nous négocions des gels de créances, voire dans des cas exceptionnels des amendements de créances. Et le troisième grande catégorie de créanciers, ça va être les fournisseurs. Mais là, ne mettons pas tous les fournisseurs autour de la table, puisque sinon, ça revient à tuer la confidentialité de cette procédure, mais certains fournisseurs ciblés. Donc, l'idée ici, c'est que s'il y a des leviers et que votre niveau de trésorerie est suffisant pour permettre de maintenir l'activité pendant quelques mois, vous pouvez aller vers ces procédures amiables qui vont vous permettre de négocier avec vos principaux créanciers. Et comme il est indiqué plus bas, à court terme, le recours aux procédures judiciaires va être, dans cet état d'urgence sanitaire, important, puisque ça va vous permettre de sécuriser le paiement des dettes salariales dans un premier cas, si la trésorerie ne suffit pas, et dans un deuxième cas, ça va vous permettre de geler l'intégralité de votre passif pour vous permettre de souffler. La procédure collective, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va vous donner une bulle d'oxygène, premièrement, et deuxièmement, redresser. Donc le redressement judiciaire, ce n'est pas liquider. On va travailler main dans la main avec le dirigeant pour essayer de trouver une solution afin de pérenniser cette activité. Donc pour bien comprendre l'utilité de ces procédures, d'un côté le mandat ad hoc et la conciliation qui vont vous permettre de négocier avec vos principaux fournisseurs, créanciers, mais pour autant qu'il y ait un petit peu de trésorerie et que les difficultés soient selon moi de bilan. Si les difficultés sont dans le compte de résultat, c'est-à-dire qu'il y a un déficit de rentabilité intrinsèque ou alors de trésorerie très court terme, il faut se tourner vers les procédures dites collectives que sont la sauvegarde et le redressement judiciaire. La liquidation judiciaire, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand vraiment il n'y a plus de possibilité de maintenir l'activité et que, comme le dit la loi, le redressement est manifestement impossible. Alors, on va maintenant passer rapidement à un état des lieux. Quelques recommandations. On parlait de leviers pour améliorer la trésorerie. Rapidement, quels sont les différents leviers que l'on peut activer? D'abord, il faut rentrer plus d'argent. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? La mobilisation du poste client, un facturage, d'AI. On vous signale que BPI a mis en place une possibilité d'affacturage. Demander le remboursement des crédits d'impôt. Le gouvernement a mis en place un dispositif pour accélérer le remboursement des crédits d'impôt. Également penser à souscrire au PGE, le fameux prêt garanti par l'État. 90% du prêt accordé par la banque est garanti par l'État. Donc, je dirais les banques sont dans une approche confiante. Ce prêt garanti par l'État, en fin de compte, c'est une avance qui peut aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires. Alors, il faut le calculer par rapport à votre besoin financier lié à la crise du Covid-19 et il faut présenter un petit compte de résultats prévisionnel montrant l'impact, l'effet de la crise sur votre exploitation, mais aussi sur votre trésorerie. Cette avance-là, il n'y a rien à rembourser la première année et on se revoit dans un an pour définir si vous remboursez cette avance ou si vous décidez de l'amortir, à avoir un remboursement étalé sur 5 ans. C'est quand même extrêmement intéressant et je vous encourage à le faire, même si actuellement votre trésorerie est plutôt bonne parce qu'il y a eu ces reports de charges et différentes mesures. Regardez ce qui va se passer cet été et à la rentrée de septembre. Il y a de fortes chances que quand vous allez rattraper tout ce que vous avez décalé, la trésorerie va certainement fondre très vite. Les autres leviers, c'est limiter les décaissements. Je vous disais, on a aujourd'hui des autorisations qui permettent de reporter le règlement des charges sociales, salariales et patronales, ainsi que tous les impôts directs. Donc, ça ne comprend pas la TVA. 3 mois de report. On parle même dans certains secteurs d'activité, peut-être même de les annuler. Mais voilà, je suppose qu'aujourd'hui, les entreprises ont eu recours à ce dispositif. On avait avant le processus de la CCSF. CCSF, c'est le comité des chefs de services financiers.
c'est l'organisme qui gère les moratoires des dettes fiscales et sociales. Donc, par rapport au dispositif de report des charges, il faut savoir que la CCSF, elle n'admettait que la charge patronale URSSAF. Alors que là, dans le dispositif de report, vous pouvez tout reporter, charge sociale, salariale, patronale, pas le prélèvement à la source. Et la CCSF pouvait accorder donc des moratoires jusque 24 mois. Donc, si le dispositif de report de 3 mois des charges sociales ne semble pas suffisant, vous pourrez basculer ensuite vers une demande CCSF, ce qu'on appelait avant le fameux code des chefs. Il y a un dossier à remplir, ça passe en commission. Et là, on peut avoir des étalements de jusque 24 mois. Également, entre mesures pour améliorer la trésorerie, c'est demander une suspension du remboursement d'emprunts et des échéances de crédit bail. Normalement, il ne doit pas y avoir de frais. Les établissements financiers sont disposés et ont reçu des instructions pour pouvoir le faire. Également, alors là, plus pour les petites entreprises, la possibilité de suspendre le règlement des loyers et de paiement des frais d'énergie, le gaz, l'électricité. Mais il faut être une entreprise de moins d'1 million de chiffre d'affaires et de moins de 10 salariés. Donc, c'est vraiment quand même très orienté pour les petites entreprises. Aurélie, je te laisse. Oui, j'allais dire sur la mobilisation des pouvoirs publics. Alors, en complément de ce que Christophe a dit, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui seront redondants, vous savez qu'on a eu notre fameux choc lié à l'urgence sanitaire tel qu'évoqué par notre Premier ministre. Donc, en complément, ce sont des mesures dont vous avez nécessairement entendu parler. C'est tout ce qui était recours à l'activité partielle, effectivement, suspension et report des échéances de prêts. Alors, sur les loyers, parce que ça a fait couler quand même beaucoup d'encre et ça génère des débats sans fin, notamment sur LinkedIn. Je rappelle que sur les loyers, contrairement à ce qu'on avait pu comprendre dans les premières annonces, ça n'est pas une annulation des loyers, on est bien sur un mécanisme de report et éventuellement d'étalement. C'est-à-dire que ce qui est gelé pour l'instant, c'est la mise en œuvre des clauses de pénalité et clauses résolutoires qui sont prévues dans les baux commerciaux. En revanche, les loyers restent dus. Raison pour laquelle, sur certaines enseignes, par exemple, on préconise la mise en place de conciliation. Quand vous avez une enseigne qui a un grand nombre de points de vente, ça peut être tout à fait intéressant de mettre en place une conciliation pour négocier avec tous les bailleurs et justement mettre tout le monde autour de la table et essayer d'avoir une mesure harmonisée d'annulation sur certaines sur une certaine période ou sur une certaine durée ou d'aménagement de l'étalement. Mise en place d'un fonds de solidarité, les pénalités de retard qui sont annulées et suspendues pour les marchés publics, puisque dans ce cas-là, la force majeure a été retenue par l'État, les aides régionales et locales que vous connaissez, et les remises de dettes fiscales qui ont été évoquées. Alors, par contre, en complément, il y a une question qui nous est posée, qui est de savoir si on a une idée du taux qui sera appliqué pour le remboursement de l'emprunt. Donc, je pense que c'est le prêt garanti par l'État et les commissions BPI qui seraient exigées. Christophe, là-dessus, je sais qu'on a pratiqué un certain nombre. Est-ce que tu as une idée sur les taux qui sont actuellement pratiqués? Oui, pour l'instant, donc pour la première année, normalement, il n'y a pas de taux d'intérêt ni de frais de dossier au niveau bancaire. Il y a juste les frais BPI pour la garantie. Alors, c'est suivant les tailles d'entreprise, mais j'ai en tête 0,25%. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très réduit. Je pense qu'on a intérêt à le demander, à le solliciter, parce que aujourd'hui, même si vous n'avez pas besoin, il y a de fortes chances, on parlera après des prévisionnels de trésor, il y a de fortes chances quand même que ce PGE vous soit bien utile, quoi. Oui, et exactement. Pour compléter ce que dit Christophe, vous avez un arrêté, l'arrêté du 23 mars 2020, qui va venir fixer le montant et donc le coût de la garantie BPI. C'est exactement ce que dit Christophe. On va être à 25 points de base, puis 50 la deuxième année, puis 100 les années qui suivent. Et ce qu'il faut savoir sur ce PGE, c'est que la Fédération française de banque s'est engagée à répondre très rapidement et normalement de manière positive aux sociétés qui ont des notations FIBEN Banque de France supérieures à 5+. Donc ça, c'est effectivement une information importante à prendre en compte. Alors,
très rapidement sur le fonctionnement des tribunaux, puisque j'allais dire maintenant les réouvertures se profilent. Dans tous les cas, mesure de confinement ou non, vous avez la possibilité de déposer soit une requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc ou d'ouverture d'une conciliation, soit votre dossier de déclaration d'état de cessation des paiements par tout moyen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la nécessité de se rendre sur place pour le dirigeant. On peut l'adresser maintenant par email, faire des observations écrites. Sachez qu'on a la chance à Lille d'avoir un tribunal de commerce qui a été particulièrement diligent et qui est particulièrement précurseur, puisque dès le mois de mars, on a pu continuer les audiences et les plaidoiries à l'aide d'un logiciel sécurisé qu'on a au niveau du barreau de Lille en visio, et que toutes les audiences sont maintenues. Donc ça veut dire que si vous voulez faire valoir certaines observations, expliquer l'état de la société et autres, on a pu maintenir ces audiences. Et dans d'autres tribunaux du ressort, que ce soit Dunkerque, Boulogne ou autres, on a également pu maintenir ces audiences via Skype ou via téléphone. On est en tout cas sur des juridictions qui ne sont pas fermées et avec toute possibilité de déposer vos demandes. Alors, vraiment très rapidement sur les principales adaptations du droit des entreprises en difficulté via cette ordonnance du 27 mars, on l'a déjà dit à plusieurs reprises. En fait, l'idée générale de tout cela, c'est que les délais ont soit été gelés, soit raccourcis au maximum. Aurélie l'a dit, les tribunaux de commerce restent ouverts. Sur les plans de sauvegarde et redressement, je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un ici, mais effectivement, ils vont être gelés, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, les remboursements annuels, les dividendes annuels de ce plan de sauvegarde ou de redressement vont être gelés pendant la période d'urgence sanitaire. Et comme il est indiqué dans ce slide, les durées de ces plans pourront être prolongées, tout simplement pour assouplir les besoins de trésorerie de ces sociétés. Sur les prises en charge AGS, effectivement, on est encore dans la même idée de célérité. Le mandataire judiciaire pourra transmettre directement les relevés de créances salariales pour prise en charge par l'AGS, et donc on va raccourcir au maximum les délais. Et effectivement, mais ça c'est plus anecdotique, en liquidation judiciaire, les mandataires seront moins soumis aux délais qui sont les leurs habituellement. L'idée générale de ce slide, c'est bien comprendre que le gouvernement a essayé de maximiser les délais, le temps d'attente pour les sociétés en difficulté, afin tout simplement qu'elles puissent être aidées dans ces moments difficiles. Bien, je vous propose, pour conclure, d'évoquer quelques outils. C'est la démarche que nous suivons auprès de nos clients. La première étape, c'est de détecter les difficultés, l'origine des difficultés, et de surtout, je dirais, chiffrer le besoin. Donc, on fait le diagnostic des causes de difficultés, on comprend l'origine, on fait nos projections de trésorerie en incluant ces difficultés, en réfléchissant à quelques mesures qu'on va pouvoir mettre en place, et notamment quels sont les leviers qu'on va pouvoir activer sur le plan financier, afin de faire en sorte que la trésorerie puisse passer et qu'on ne puisse pas être en incident de paiement. Donc, réflexion, est-ce qu'on va vers de l'amiable? Est-ce qu'il faut passer par du judiciaire? C'est ce diagnostic-là qui va permettre de définir dans quelle situation on se trouve. Deuxième étape, imaginons qu'on ait choisi la procédure amiable, mandat ad hoc, conciliation. Avec les prévisions de trésorerie, on va avoir cette négociation avec quelques créanciers, l'URSSAF, les banques principalement, les impôts. Et cette négociation doit aboutir à un accord qui va permettre à la société de reporter certaines charges sur un délai de 24, 36 mois en fonction de l'accord qui sera retenu. Le mandat ad hoc conciliation, je ne sais pas si Aurélie, tu veux apporter une précision. Simplement, c'est ce qu'on a évoqué précédemment. C'est effectivement de pouvoir anticiper, vous assister dans les négociations et travailler sur les prévisions d'exploitation pour que vous ne soyez pas seul avec vos créanciers, et puis de voir qui on met autour de la table. Et évidemment préparer la requête et le cas échéant le protocole de conciliation avec le mandataire et les conseils souvent des banques ou des affaires spéciales. Voilà. Puis à la fin, il y aura la rédaction donc du protocole qui constatera l'accord qui a été obtenu. Sur les procédures collectives, Laurent, je te laisse la parole.
Oui, merci Christophe. Effectivement, c'est la raison essentielle pour laquelle j'ai répondu à l'invitation de KPMG, c'est bien pour faire comprendre le triptyque essentiel dans toutes ces procédures amiables et collectives. Vous avez évidemment la société en difficulté qui va être assistée soit d'un administrateur judiciaire, mais qui va s'appeler administrateur judiciaire ou mandataire ad hoc ou conciliateur, et on a évidemment l'homme du chiffre et l'homme du droit à nos côtés. Les experts comptables et avocats sont indispensables, tout simplement parce que l'avocat va représenter la société et l'expert comptable va nous établir les prévisions d'exploitation et de trésorerie indispensables pour l'ensemble des créanciers et dans quelques procédures que l'on soit, en redressement judiciaire ou en sauvegarde, comme on l'indique dans ce slide. Eh bien, les prévisions d'exploitation et de trésorerie vont être indispensables quand nous allons aller au tribunal pour, premièrement, via les résultats réalisés, constater s'il y a une rentabilité, et puis en fonction de ces prévisions d'exploitation et de trésorerie, définir quelle procédure, quelle solution de procédure sera la plus adaptée. Et effectivement, les prévisions de trésorerie seront établies de manière, si possible, décade, voire mensuelle, pour apprécier la solution de procédure et assister la société pour la préparation de son plan de redressement. En liquidation judiciaire, effectivement, il y aura toujours l'assistance de l'expert comptable pour l'élaboration de la déclaration de cessation des paiements ou les prévisions de trésorerie. Et puis, il y a un point qu'il ne faut pas oublier, ce sont les plans de cession. Parce que dans le plan de cession, je vois souvent les experts comptables et avocats intervenir soit en support du débiteur en difficulté pour l'aider à passer cette mauvaise passe et donc, encore une fois, établir ses prévisions d'exploitation de trésorerie, mais également de l'autre côté pour l'assistance dans le cadre de l'élaboration des offres de reprise et des business plans indispensables pour démontrer au tribunal que l'offre qui est proposée eh bien, tient la route. Donc, encore une fois, l'administrateur travaille toujours en symbiose avec ces hommes du chiffre et ces hommes et femmes du droit, parce que ce sont des pierres angulaires de ces procédures. Alors, il y a une question, je vois, sur combien coûtent les prestations. Je dirais c'est très variable, ça va dépendre de la taille du dossier, de la complexité. On a des procédures amiables qui se passent très rapidement, 2-3 mois, c'est réglé. Et on a des procédures amiables qui peuvent durer parfois jusqu'à 1 an, voire plus, suivant le nombre de banquiers qu'il faut mettre autour de la table, les différentes problématiques, le temps aussi que la société va avoir besoin pour mettre en place les mesures de retournement. Donc voilà, je dirais, on ne peut pas vous annoncer un tarif, il faut venir vers nous, nous présenter le cas et là on vous fait un devis précis sur la prestation. Et donc, en ce qui concerne le mandataire ou l'administrateur judiciaire, c'est assez simple. En tout ce qui est procédure amiable, mandat ad hoc et conciliation, c'est une contractualisation des honoraires. C'est-à-dire que la société en difficulté se rapproche du mandataire, ils définissent ensemble le coût maximum et il y a une convention de rémunération qui est établie. On est vraiment dans une contractualisation, comme ça peut être réalisé avec les avocats. En procédure collective, redressement judiciaire ou sauvegarde, les honoraires de l'administrateur judiciaire sont fixés par la loi. Et la loi lui impose également l'impossibilité de négocier ses honoraires, de les maximiser ou alors de faire des remises. C'est-à-dire que c'est un barème, comme toute profession réglementée, puisque ces professions sont réglementées, fixées par la loi. Alors, il nous reste deux minutes, donc on va aller peut-être assez vite. En synthèse, la déclaration de cessation des paiements, si vous êtes amené à voir que vous allez vous retrouver ou vous êtes en état de cessation des paiements, comment concrètement il faut faire. Je pense qu'il est important, c'est avant de remplir la DCP, c'est déjà de s'assurer que vous allez être en possibilité de poursuivre votre activité. Ça, c'est vraiment un acte de gestion de préparer une demande d'ouverture de redressement judiciaire parce que il va falloir regarder si, avec le gel des dettes, la société pendant sa période d'observation, va être en mesure de poursuivre son activité. Il faut savoir que comme tous vos créanciers vont avoir leur dette gelée, ils vont vous demander pendant la période d'observation des paiements comptants sur toutes les prestations qu'ils vont vous fournir. Donc, il faut s'assurer avec un budget de trésorerie que ce que vous allez continuer à encaisser de votre poste client, l'économie que vous allez pouvoir faire éventuellement avec le paiement des salaires le paiement des salaires qui arrive juste après l'ouverture du redressement judiciaire et donc qui va être financé par la GS et donc vous donner une économie de trésorerie, eh bien, ce matelas de trésorerie doit vous permettre vraiment de financer votre période d'observation. Et c'est important de bien regarder ça parce que si ça ne passe pas, ça ne sert à rien de demander un redressement judiciaire. Il faut aller tout de suite soit vers la cession, soit vers la liquidation. Concrètement, Aurélie, pour faire la déclaration. Alors,
Voilà, pour établir la déclaration d'état de cessation des paiements, le but du jeu, c'est pas de faire un arrêté comptable stricto sensu, c'est que le tribunal ait une information, alors évidemment non trompeuse, relativement exacte, de la situation de votre société, avec qu'est-ce qu'elle a dans ses actifs, comment c'est réalisable, qu'est-ce qu'elle a comme dette, combien il y a de salariés et les dettes, le passif échu à échoir. C'est vraiment pour que le tribunal ait cette première information. Il n'y a pas besoin d'avoir une liste détaillée de l'intégralité des créances. On peut imaginer derrière que dans le détail de toutes les petites créances, on fournisse la liste au mandataire. Voilà, c'est vraiment de donner cette première information et notamment si on veut partir sur un redressement, que le tribunal voit que la situation n'est pas définitivement obérée. Voilà. Alors peut-être on ne va pas commenter tous les autres points. On établit une présentation. C'est dans l'imprimé d'ailleurs qui sert à remplir l'état de cessation des paiements. On demande de présenter rapidement la société, également de quelques infos par rapport aux représentants des salariés, les effectifs. Il y a pas mal de choses à remplir et on dépose cette déclaration de cessation des paiements au greffe. Et généralement l'audience intervient. Alors sur l'île, je sais qu'il faut, si on le dépose avant le mercredi, l'audience a lieu le lundi. Le lundi qui suit. Alors, chose importante, ce que disait Aurélie, pendant la période d'urgence sanitaire, vous pouvez déposer vos DCP dans l'ensemble des tribunaux de la région par voie dématérialisée. Ils ont mis en place des emails spécifiques. Eh bien, super, merci beaucoup. Est-ce que, Laurent, tu veux faire une petite conclusion par rapport à tout ce qui vient d'être dit, une dernière recommandation, un conseil ultime? Alors, une conclusion très rapide, c'est qu'on a essayé de vous montrer l'ensemble des procédures qui existent pour anticiper ou traiter vos difficultés, et c'est finalement l'arsenal le plus complet dans le droit européen. Une phrase de conclusion, et c'est Aurélie qui l'a très bien dit en début de réunion, anticiper, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour sauver votre entreprise. Au plus tôt vous irez au tribunal de commerce, c'est-à-dire par, à mon avis, les voies de négociation amiable, eh bien, au mieux, vous maximiserez vos chances de sauvegarder votre entreprise. Voilà, Christophe. Eh bien, super, merci beaucoup. On avait mis un petit lexique, je ne sais pas si le support va être diffusé. Voilà, on rappelait ce qu'était un liquidateur, un mandataire, un représentant des salariés, la période d'observation, mais je pense qu'on a évoqué quand même ces différents concepts. Un grand merci à tous. N'hésitez pas, donc, si vous souhaitez qu'on réponde à quelques questions particulières spécifiques à votre entreprise, envoyez-nous un petit mail ou donnez-nous dans la liste des questions le sujet que vous souhaiteriez dans laquelle on réponde. Vous avez nos adresses mail qui vous ont été présentées, mais n'hésitez pas à revenir vers KPMG. On peut vous orienter vers les différentes personnes suivant les besoins. D'ailleurs, je vois qu'il y a une demande, donc je reviendrai vers vous également pour la question que vous m'avez sollicitée. Voilà, ben écoutez, merci beaucoup à tous pour votre attention. Il est 10h02, on a dépassé de 2 minutes, mais le sujet est quand même important et nécessite voilà, d'être très synthétique en 1 heure pour résumer tout le droit des procédures collectives et du contexte actuel. Merci à tous, bonne journée. Merci à tout le monde. Et il y a une session qui est organisée prochainement. Sophie, tu peux me rappeler la date? C'est le 26, c'est ça? 26. Le 26. Oui, je confirme, c'est bien ça. Voilà, donc si vous avez d'autres personnes qui souhaiteraient suivre ce webinaire, vous pouvez leur proposer la date du 26. Merci à tous, bonne journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.